Non, il y a eu Noël qui est catastrophique pour ce genre de truc. Tout le monde va vous acheter un truc. Ça ne marche pas. Je ne peux plus vivre comme je l'ai fait depuis le départ de New York. C'est-à-dire que pour moi, pour voir mes malades, par hasard, mais pour surtout gagner mon fric, voir ma famille, je n'ai pas eu une seconde depuis le départ de New York. Je ne fais que médecin du monde, alors que théoriquement je n'y suis pas, que j'ai pas de bureau ici et que je suis chez moi. Chez moi, c'est une annexe de médecin du monde et je suis, entre parenthèses, le public relation qu'on balade, parce qu'on n'a pas de public relation, c'est moi. Alors on me balade comme petit d'une Sorbonne à une autre pour montrer que médecin du monde, c'est pas si mal. Merci, pour moi, c'est fini. Bon an, mal an, Kouchner et ses amis s'organisent. Le leader de Médecins du Monde poursuit maintenant l'idée d'une loi qui permettrait de secourir les victimes au-delà des frontières. Ce sera le droit d'ingérence qu'il élabore avec l'aide du juriste Mario Bettati. La création du droit d'ingérence, c'est le résultat de conflits que nous avions, amicaux bien sûr, mais conflits quand même, Bernard Kouchner et moi, du simple fait qu'il était médecin et travaillait dans l'urgence, et que j'étais juriste, et que je travaillais dans la procédure, la lenteur, les formules normatives, etc. Et il me disait, ton droit international nous empêche de soigner les victimes des catastrophes et des guerres civiles, etc., parce qu'il faut obtenir des visas, des autorisations, etc. Alors je disais, c'est pas mon droit international, c'est le droit que j'enseigne et que je critique éventuellement, que je peux commenter, mais c'est pas moi qui le fabrique. Il me dit, alors c'est qui fabrique le droit international? Ce sont les États, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères qui se rencontrent, qui signent des traités, votent des résolutions à l'ONU, etc. Et Kouchner, avec son culot habituel, me dit, ben, il n'y a qu'à convoquer l'État. Et je dois dire que là, son culot a payé. On écrit aux deux, au Premier ministre qui s'appelait Jacques Chirac et le Président de la République qui s'appelait François Mitterrand, et on les invite à une conférence en 1987 à Paris. Bernard Kouchner, il y a quelque temps, vous avez organisé une conférence du droit et de la morale humanitaire. François Mitterrand et Jacques Chirac étaient présents à cette conférence. Tout le monde en a souligné la haute tenue. Ça n'était rien moins que de demander que s'ajoute un paragraphe à la Déclaration universelle des droits de l'homme, paragraphe qui permettrait l'intervention humanitaire auprès de ceux qui en ont besoin. Car c'est une série de vœux pieux et de belles résolutions, mais dans la pratique, on ne peut rien faire. Dès lors qu'on se heurte à la souveraineté des États qui disent « on ne peut pas aller chez moi ». Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est mon pays. Alors c'est votre mort, c'est votre souffrance, c'est votre sang qui coule. Pourtant, ce n'est pas celui des gouvernements, c'est celui toujours des hommes qui souffrent. Eh bien, c'est comme ça. En effet, la souffrance appartient au gouvernement. Nous ne le supportons pas. Pour un médecin, il est intolérable, et pour tout homme de bonne volonté, intolérable qu'une frontière limite l'intervention auprès des autres hommes. Et nous disons qu'il doit s'ajouter un paragraphe, donc le président de la République et les 55 orateurs, y compris internationaux qui étaient là, ont été d'accord pour qu'une résolution soit portée à l'Organisation générale des Nations Unies, à l'Assemblée générale en septembre, demandant que des organisations privées puissent intervenir auprès des hommes qui souffrent, des hommes, des femmes, des enfants, human rights. Et je pense que c'est quand même un beau résultat de cette conférence. Quelque temps plus tard, le gouvernement change et Kouchner reçoit enfin la consécration attendue. Il est nommé secrétaire d'État à l'action humanitaire par Michel Rocard sur instruction de François Mitterrand. La conférence organisée par Médecins du Monde a porté ses fruits. Monsieur le ministre, bonjour. Deux aspects que nous allons aborder avec vous maintenant, si vous le voulez bien. D'abord expliquer à ceux qui nous regardent en quoi c'est difficile, et ensuite nous dire comment il faudrait faire pour être efficace. Oui, c'est difficile, mais c'est très novateur parce que c'est le premier secrétaire d'État, le premier ministère au monde chargé de l'action humanitaire, et en cela c'est un défi et la France innove. Quelques temps plus tard, Kouchner m'appelle à son cabinet pour reprendre mon texte de caractère privé et essayer d'aller le vendre à l'ONU. Et là, je découvre une première chose, c'est que ce que j'enseignais à mes étudiants depuis des années était faux. À savoir que l'organe principal des Nations Unies, c'est pas l'Assemblée générale, c'est pas le Conseil de sécurité, c'est la cafétéria. Car c'est là que tout se négocie, en prenant les États un à un. Et ils étaient 190 à l'époque. Enfin bon, peu importe. Je découvre
tous les arcanes de la diplomatie. Et en particulier, je me rends compte que le texte que j'avais fait voter à Paris dans cette conférence privée contenait une phrase essentielle qui était le principe de libre accès aux victimes, en faveur des secouristes bien sûr et en faveur des victimes évidemment aussi. Et donc je glisse ça dans le projet de résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Le texte passe, ça devient la fameuse résolution 43/131 de 1988. Si j'avais pas été au gouvernement, il n'y aurait pas eu de droit d'ingérence, parce qu'il n'y aurait pas eu de résolution. Et donc, François Mitterrand m'a beaucoup soutenu, alors que lui était très méfiant et ironique. Lui, il a continué à considérer le mot ingérence comme un mot péjoratif. Pas d'ingérence, j'ai dit, mais pas d'ingérence, ça dépend laquelle. Si c'est l'ingérence pour absolument vendre nos chasseurs bombardiers et pas les autres, c'est pas ce que je veux dire. L'ingérence, c'est pour protéger les populations. Somalie, 1992. C'est là que l'opposition entre Kouchner, l'homme d'État, et Broman, l'humanitaire, va éclater au grand jour. À Mogadiscio, la population est prise en otage par des chefs de guerre qui détournent l'aide alimentaire au point de créer une famine de masse. MSF, présidé par René Broman, est sur le terrain depuis 1 an pour soigner les blessés de guerre et appelle à l'aide face à l'ampleur de la famine. Bernard Kouchner, de son côté, a fait ouvrir un pont aérien pour acheminer l'aide alimentaire à Baïdoba, dans un foyer de réfugiés. Vous n'avez pas vu une situation d'une telle ampleur depuis combien de temps? C'est pas le problème depuis le Biafra, depuis l'Éthiopie. Enfin voilà, c'est toute la détresse humaine. Regardez cet enfant, il a peur de nous voir, il a peur du monde et il attend la mort. Il y a 79 enfants qui ont été enterrés depuis 2 jours. Alors il faut que le monde comprenne que ou on les laisse mourir, ou c'est pas la peine de faire semblant de les aider, parce que ça suffira pas. Alors voilà, il faut continuer, il faut absolument envoyer des messages du matériel. Ils n'ont pas de drap pour être enterrés, ils n'ont pas de nourriture pour survivre, ils n'ont pas de médicaments pour être traités. Et pourtant, il y a des entreprises et des associations formidables qui travaillent ici au péril de leur vie. Mais ils ont été complètement oubliés pendant longtemps. Et voilà, et il faut le faire. Ou alors il faut plus se regarder en face, ou alors il ne faut pas la peine d'être si riche et de partir en vacances, vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je vous dise? Voilà, les gens sont en vacances en France et puis il y a les Jeux Olympiques, voilà ce que je vous dis. Et c'est un drôle de monde. Et je vous assure que, bon, j'en ai vu d'autres. Voilà, c'est à vous de faire votre boulot et à nous de faire le nôtre, et puis à être des hommes. Les hommes, ça veut dire qu'on a le monde en charge, et pas seulement les Nations Unies, et pas seulement les organisations non gouvernementales. Il y a aussi ceux qui font rien, ceux qui sont riches, ceux qui crèvent de richesse partout. Et puis il y a ces gens-là. Alors voilà, s'ils veulent se regarder en face ou avoir un monde un peu meilleur pour leurs enfants, eh ben ils ont qu'à venir ici, il y a du boulot. Quoi ? À l'aube annoncée de l'opération Rendre l'espoir. Les Marines débarquent à 200 mètres de l'aéroport de Mogadiscio. Leur objectif, baliser la plage et préparer le débarquement lui-même. À 4h30, suivent les chars amphibies surgis de l'océan Indien, dont la progression n'est gênée que par quelques 200 journalistes de la presse internationale. Avec le droit d'ingérence que Kouchner a fait voter à l'ONU, l'humanitaire est devenu aussi l'affaire des États, avec leur puissance militaire. Aussi, René Broman se sent menacé. Les ONG vont-elles garder leur indépendance face au gouvernement? Gouvernement où siège son prédécesseur. Bernard Kouchner, en quoi les organisations humanitaires d'une part et l'action humanitaire d'autre part au sens global du terme, et vous lui avez incontestablement donné une dimension de gouvernement, sinon d'État, en quoi sont-elles indispensables, quel que soit l'état des grandes négociations internationales, et on voit d'ailleurs l'extrême difficulté à ce qu'elles aboutissent à quoi que ce soit de concret. Mais bien entendu, tout ça se complète. Lorsque je disais la nature de l'aide importe peu si on sauve une vie, il y a, Simone Veil vient de le dire, des organisations souples, inventives, toujours critiques, ça toujours critique, c'est très bien, comme ça fait avancer les choses. Mais parfois, lorsque les États
sont présents, alors ça devient plus significatif. Et donc, ce que je crois, c'est que nous sommes en train de construire un droit nouveau. Et nous essayons de forcer la porte. Elle sera forcée, cette porte, par un droit nouveau, qui s'appellera peut-être l'ingérence d'urgence, j'en sais rien. Conscience de la communauté internationale, armée permanente des droits de l'homme aux Nations Unies. Voilà ce que nous essayons de construire avec les actions humanitaires privées, publiques et à inventer. Alors, il y a un débat non pas sur l'utilité de l'humanitaire, qu'en réalité, sur l'utilité de l'humanitaire au niveau du gouvernement. Et vous, Ronnie Broman, vous êtes restrictif. Oui, vous avez raison de dire restrictif et non pas négatif, parce qu'il y a une partie des propos de Bernard Kouchner avec lesquels moi je suis entièrement d'accord. Il est tout à fait évident qu'il y a des complémentarités indispensables dans l'action entre celle des États et celle des organisations humanitaires. Deuxième constat, dans les situations de famine, dans les situations de grande crise où nous intervenons, c'est la politique qui est en jeu. C'est pas les tremblements de terre, c'est pas les catastrophes naturelles, c'est la guerre, c'est-à-dire le niveau le plus extrême, le plus radical de la politique. Et lorsque on intervient sur un terrain politique, la première des conditions qu'il faut arriver à remplir, c'est la confiance. Or, cette confiance, nous ne pouvons la construire que si nous pouvons dire très clairement à nos interlocuteurs sur le terrain, ce sont des chefs de guerre, ce sont des chefs politiques, si nous pouvons leur dire donc que nous agissons exclusivement au nom d'une motivation humanitaire, que nous agissons exclusivement pour venir sauver des gens. Or, un État, aussi loyaux, aussi moraux puissent être les gens qui le constituent, les ministres, les présidents, un État, il vend des armes, il a du commerce à faire, il a des préoccupations, des contraintes extrêmement pratiques et parfaitement honorables par ailleurs, que je ne condamne absolument pas, il a ses responsabilités propres, parmi lesquelles, éventuellement, l'action humanitaire peut entrer. Cela ne veut pas dire, je termine là-dessus, je ne veux pas monopoliser trop longtemps la parole, mais ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas besoin des États. Nous avons un besoin vital des États, et c'est pour cela qu'il y a débat. Si tout était simple, on n'aurait pas besoin Alors, c'était justement... Pardon, laissez-moi terminer. L'État. Laissez-moi terminer. Cette façon de sélectionner les victimes, nous ne devons pas les sélectionner. La question de l'usage de la force lorsqu'on n'est pas menacé, elle pose toujours la question de qui détient le pouvoir, qui détient la capacité de décider que telle exaction est acceptable et telle autre ne l'est pas. Car ou bien on décide qu'on va lutter contre toutes les exactions et là on met la planète à feu et à sang, ou bien on considère qu'il y a une ligne de partage entre ce qui est tolérable et ce qui est intolérable, qui peut tracer cette ligne de partage. Qui a le droit, qui est fondé à le faire. Et il ne faut pas croire que c'est simplement une question de bourgeois vaguement gauchos installés confortablement chez lui. C'est une question qui est absolument omniprésente. De quel droit faites-vous cela? C'est une question fondamentalement humaine, ça. Eh bien, c'est assez compliqué, quoi. Du droit d'être l'ancienne puissance impériale, ou du droit que me donne la force que je détiens. Il y a là une contradiction dans les termes, qui en plus s'accompagne d'une suspicion, légitime ou pas, dans certains cas oui, dans certains cas non, mais en tout cas elle est systématique, d'une suspicion à l'encontre des anciennes puissances coloniales, toujours soupçonnées d'être nostalgiques de leur grandeur passée, et de vouloir la restaurer sur telle ou telle ruine en se faisant prendre d'une manière avantageuse en photographie comme libérateur, comme sauveur. Cette fois, ce n'est plus dans les anciennes colonies, c'est au cœur de l'Europe que la guerre éclate. Avec la chute de l'Union soviétique, les nationalismes se réveillent dans une Yougoslavie qui s'effondre. We must live with Muslims, with Croatians, but we're gonna live it on right way, and we're gonna show our teeth this time, and we're gonna show them very badly. So we show them in Croatia, we show them here in Bosnia, in many places. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale se ravivent. Devant le spectacle des camps de prisonniers en ex-Yougoslavie, l'image des camps nazis ressurgit. Bernard Kouchner, fidèle à sa démarche, témoigne face aux caméras pour mobiliser l'opinion. La présence est symbolique et ces gens ne peuvent pas parler. Et je crois qu'il faut multiplier les visites comme celle-là, grâce, c'est vrai, à la compréhension nouvelle des gens qui sont en charge,
et plus on viendra et mieux ce sera pour eux. Pour Kouchner, petit-fils de déportés, comme pour Broman, de parents juifs polonais, toute une mémoire familiale de la Shoah refait surface. Je pense que parce qu'il y a eu ce génocide des Juifs, les Juifs doivent faire attention à tous les génocides, doivent être des témoins privilégiés et des acteurs privilégiés de tous les massacres, et de ne pas se réserver, comment dirais-je, l'exclusivité des génocides. C'est pas vrai. Moi, je suis intervenu, j'ai essayé, et au Cambodge, et au Rwanda, et en Arménie, j'étais pas né. Bon. Voilà. Le 28 juin 1992, sous l'influence de Bernard Kouchner, Mitterrand se rend à Sarajevo. Mais alors que Kouchner souhaitait l'intervention armée pour faire lever le siège de Sarajevo, il n'obtiendra pas plus qu'une visite symbolique. J'ai publié à ce moment-là une tribune dans laquelle je disais en substance que j'avais vu entrer un président de la République et sortir un président de la Croix-Rouge. C'était pour me moquer, bien évidemment, que je disais ça, parce que du président de la Croix-Rouge, on attend qu'il vienne, en effet, annoncer des distributions de farine et de médicaments, mais d'un président de la République, prenant le risque d'aller à Sarajevo, on attendait autre chose. Cet engagement-là, trahi et transformé en une espèce d'assistance sociale et alimentaire à grand spectacle, ça a été vraiment un point d'achoppement, de tension très fort à ce moment-là. Et de fait, le paradoxe, c'est que Kouchner était à l'époque secrétaire d'État à l'action humanitaire, donc il l'était encore, et le promoteur de l'ingérence devenait le vendeur d'une action humanitaire cheap, qui avait l'apparence d'une solidarité, mais qui était en réalité une façon d'expliquer qu'on ne ferait rien. François Mitterrand voulait appliquer strictement les résolutions des Nations Unies. Il y avait des soldats français à Sarajevo, casque bleu, mais pas plus. Le souvenir qu'il avait des alliances avec les Serbes, il le disait très clairement d'ailleurs, était un obstacle. Il fallait une intervention internationale. Elle a eu lieu aussitôt après. Mais si elle avait eu lieu au début, il y aurait eu beaucoup de morts évitées, bien entendu. Moi, j'étais partisan de cette intervention. La Bosnie, nous avons attendu très longtemps avant d'intervenir et il y a eu 250 000 morts. Mais au Kosovo, nous avons été beaucoup plus rapides. Et finalement, l'intervention de l'OTAN, je vous l'ai dit, s'est fait assez vite devant l'afflux d'1 million de réfugiés dans les pays ailleurs, de ce flux invraisemblable, de cette marée humaine qui allait se réfugier ailleurs. Et il y a eu, je ne sais pas combien il y a eu de morts, mais enfin entre 10 000 et 20 000, j'en sais rien, au Kosovo. Et pendant ce temps-là, en Macédoine, à titre préventif, responsabilité de protéger. Il n'y a pas eu de guerre en Macédoine, et il n'y a pas eu de massacre. Voilà la séquence. Trop tard, mais quand même, cette guerre meurtrière arrêtée par l'intervention militaire, Kosovo réagissant beaucoup plus tôt, beaucoup moins de morts, Albanie, à titre préventif, pas de guerre. Alors, c'est un peu schématique, mais en gros c'est ça. Au Rwanda, en 1994, le devoir d'ingérence cher à Bernard Kouchner trouvera sa limite. Depuis 1 mois, le processus d'extermination de la minorité Tutsi par les Hutus a commencé. Après le traumatisme des Américains dû à la mort de leurs soldats en Somalie, la communauté internationale refuse de qualifier ce massacre de génocide, crime des crimes, pour ne pas être obligée d'intervenir. Bernard Kouchner, qui n'est plus au gouvernement, est mandaté par François Mitterrand pour évaluer la situation humanitaire. Sur place, il découvre l'ampleur du crime et appelle à l'intervention immédiate. L'opération turquoise de l'armée française sera déclenchée maladroitement et trop tard. C'est un exemple d'échec absolu, le Rwanda. Absolu. Les humanitaires sont partis, sauf la Croix-Rouge internationale. Et de toute façon, c'était impossible d'empêcher un tel génocide, puisque on ne connaît pas le nombre des morts, mais enfin, c'est autour d'1 million, 800 000 ou un peu plus, on n'en sait rien. Et surtout, ça s'est fait à la main. C'est effrayant, c'est inimaginable. Il faut l'avoir vu pour
ne plus en parler tellement on a honte, et tellement c'est ignoble. C'est l'échec absolu de la communauté internationale. Il n'y a pas eu une seule réunion spéciale du gouvernement américain, malgré l'intervention de Bill Clinton, pour exfiltrer une Américaine. Oui, ça ne marche pas toujours, que voulez-vous? Tout le monde a considéré qu'il s'agissait de lutte de pouvoir des nations anciennement coloniales et puis des Américains. Bah, c'est ce que voulez-vous. Bah, oui, nous avons appelé en vain, on a crié dans le désert, et voilà. Conséquence directe du génocide des Tutsis rwandais, le statut des victimes progresse, avec le vote en 2005 à l'ONU de la résolution sur la responsabilité de protéger, inspirée par Kouchner. De là suivront les interventions au Darfour en 2007, en Libye et en Côte d'Ivoire en 2011, au Mali en 2012 et en Centrafrique en 2013. Je suis immensément fier d'avoir fait considérer par les juristes qui n'y avaient jamais pensé, sauf René Cassin, n'y avaient jamais pensé la victime comme un sujet du droit international et non pas le gouvernement qui était responsable de la victime et qui souvent était la cause de la victime et des victimes. Mais à l'abri des frontières, on a le droit de tuer tout le monde. Non. Cette notion d'ingérence qui ne caractérisait dans les années 80 que le fait pour des médecins ou des humanitaires pacifiques, totalement pacifiques, de franchir une frontière illégalement pour travailler dans les zones contrôlées par une rébellion, comme c'était le cas en Afghanistan, au Salvador, en Érythrée, dans quelques autres pays, ça s'appelait, selon les termes de Kouchner, l'ingérence humanitaire. L'humanitaire, c'est quoi? C'est de s'occuper de l'humanité. C'est d'avoir un peu, comment dirais-je, de tendresse, d'amour, pour les gens que l'on peut traiter. Et le grand concept, c'est d'avoir brisé les frontières et d'aller les soigner alors qu'ils n'étaient pas vos malades. Ça, c'était déjà révolutionnaire. Mais pour le reste, il faut aller un tout petit peu plus loin, ne pas se contenter de ça, qui est déjà très important. Chaque fois que je vous dis que j'ai voulu dépasser la charité, c'est pas pour condamner la charité, c'est parce que je pense qu'il fallait aller plus loin. Aller plus loin, c'était de tenter de prévenir les massacres.